Donc le but, c'est de montrer un maximum de cartes de CRS à la télévision, de montrer des policiers qui vont lutter contre les migrants. Le but, c'est de faire en sorte que ça se passe mal. Ça s'est passé hier soir, place de la République à Paris, et les scènes qu'on y a vues, honnêtement, nous révulsent. La course-poursuite entre la police et le camion transportant les migrants, elle a duré 37 minutes et un policier a pris l'initiative de charger son arme et de tirer. Il est très clair ce message. Regardez, pour tous ceux qui veulent venir, regardez, on n'accueille plus. Donc, où on accueille comme ça, ne venez pas. C'est le fameux appel d'air, une honte en fait. On a déjà vu 900 personnes dans la même embarcation. Du coup là c'est très compliqué et ça prend du temps. Et aujourd'hui il dit moi je suis prêt à ouvrir un gymnase mais il faut que l'État soit d'accord pour le faire et l'État n'est pas d'accord. Mais l'État sera jamais d'accord, donc c'est du cynisme. François Gémen, dans toutes ces opérations visant les migrants à Calais, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui est recherché par l'État français? Je dirais qu'il y a deux choses. La première chose, c'est d'abord de laisser pourrir une situation comme si on allait s'en débarrasser, d'essayer d'invisibiliser au maximum une situation. Pourtant, Darmanin dit la situation est anarchique. C'est exactement la même situation que celle qu'on avait à Lesbos, dans le camp de Moria, où quelque part on va parquer à l'écart de la société et considérer finalement qu'une situation qui va pourrir véritablement, qui va se dégrader, est ce qu'il faut faire parce que nous avons été contaminés par cette idéologie d'extrême droite sur la question de l'appel d'air qui imagine que si on accueille bien les migrants, ils seront plus nombreux à venir. Et donc ça veut dire qu'on ne règle pas la situation, mais... Donc ça veut dire d'une part qu'on ne règle pas la situation, mais qu'aujourd'hui on franchit un palier supplémentaire en empêchant les associations de pallier les carences de l'État, de pallier son incurie. C'est comme si on cherchait véritablement à créer un incident, voire un drame, à forcer les migrants à chaparder de la nourriture ou à verser dans d'autres actes criminels pour pouvoir dire « Regardez, les migrants sont un problème et nous allons mener une opération de police d'envergure qui va évacuer le camp. » Mais si ça ne marche pas, et si de fait, malgré tout ce qui est entrepris par l'État français depuis des années, jusqu'à justement les privés de nourriture, ça ne fonctionne pas, pourquoi on continue ces opérations? Parce qu'on est incapable aujourd'hui de raisonner sur ce sujet. Et donc on va quelque part mener ces opérations avec une visée strictement idéologique. C'est pour l'opinion publique. Dans l'espoir de montrer à l'opinion publique qu'on fait quelque chose pour lutter contre ce qui est perçu par l'opinion publique comme un problème, contre ce qui est perçu comme de la migration illégale. Et donc le but, c'est de montrer un maximum de cartes de CRS à la télévision, de montrer des policiers qui vont lutter contre les migrants. Le but, c'est de faire en sorte que ça se passe mal. Si ça se passe bien, ça ne rapporte aucun point électoral et c'est dramatique. Ça s'est passé hier soir, place de la République à Paris, et les scènes qu'on y a vues, honnêtement, nous révulsent. Peu avant 20h, en effet, des centaines de personnes, des migrants chassés une semaine auparavant de leur campement en Seine-Saint-Denis sans solution de logement, mais aussi leur soutien, se sont retrouvés sur place pour installer environ 500 tentes. Une façon pour les associations de visibiliser l'invisible. Yann de l'association Utopia explique. Les exilés ne voulaient pas faire cette action, ils voulaient simplement être mis à l'abri. Et aujourd'hui, depuis ce matin, on essaye de joindre tout le monde. Et la mairie nous a dit en fin de journée, on a fait des propositions à la préfecture ne nous a pas répondu. En clair, ils veulent laisser et continuer à chasser ces populations dans tout le nord parisien. C'est la responsabilité de l'État. L'accueil des réfugiés, c'est un dossier qui appartient à l'État. Les élus font ce qu'ils peuvent et il est évident qu'Anne Hidalgo et tous les élus de France ne peuvent pas régler la problématique des exilés. C'est à l'État de prendre ses responsabilités. Sauf que dans la France d'Emmanuel Macron, ça ne fonctionne pas comme ça. Très vite, un important dispositif de force de l'ordre est déployé, des gendarmes mobiles, bientôt rejoints par des policiers, dont certains en civil. Des tentes sont confisquées, arrachées souvent dans la confusion, alors que les soutiens donnent de la voix. Parfois même avec leurs occupants à l'intérieur. Certains réfugiés repoussés ne peuvent retourner chercher leurs affaires, des soutiens sont traînés au sol. Des élus sont sur place, comme par exemple le député Éric Coquerel de la France Insoumise. Pour lui, les choses sont claires. C'est pas seulement ce soir, c'est ce qui s'est passé cette semaine, c'est-à-dire le fait qu'il y ait l'évacuation du camp de Saint-Denis, dans sa construction, et que non seulement on a laissé 500 à 600 personnes sans abri, mais en plus on les a évacuées plus que rudement avec leur soutien.
Et depuis, on veut faire en sorte de les invisibiliser, comme s'ils n'existaient pas. Bah si, ils continuent à exister. Donc sur le court terme, là, il faut trouver une solution maintenant. Quelques minutes plus tard, le même Coquerel se fâche contre la police. Non, votre collègue m'a poussé. Il y en a même un autre qui s'est joué avec une matraque. Non, on n'a rien dans les mains, regardez. Tout à l'heure, un de vos collègues. Mais nous, on n'a rien dans les mains. Donc, monsieur, je suis là tranquillement, vous ne me poussez pas, d'accord? Oui, mais monsieur, ça Non, ne poussez pas, c'est un élu, c'est un élu. Oh, Élu de la République. Laissez-moi Élu de la République. Oh, mais vous ne le poussez pas, vous voyez. Non, mais ça va, ouais. De son côté, le commissaire chargé de l'évacuation admet face à l'élue parisienne Audrey Poulevard venue sur place son impuissance. On l'écoute. Ce qui est incompréhensible pour nous, c'est que là, vous obéissez à un ordre. Je comprends. Vous évacuez ces personnes de façon musclée, on va dire, mais elles ne vont pas s'évaporer. J'en suis Elles vont aller 500 mètres plus loin, elles vont aller 1 kilomètre plus loin. Donc dans 2 heures, vous allez aller les déloger 1 kilomètre plus loin. Je vous l'ai dit tout à toute l'heure, la nuit. je n'ai pas la solution de la minute d'après. Il est un peu plus de 23h, la place est évacuée, des dizaines de migrants et leurs soutiens tentent de se diriger vers l'hôtel de ville en cortège. Des soutiens donc, mais aussi et surtout des exilés avec leur maigre pactage. Mais bien vite, cela ressemble plutôt à une chasse à l'homme dans les rues de Paris, avec lacrymo et tir du flashball en dépit des demandes. Une demande pas vraiment entendue par les forces de l'ordre, comme en témoignent ces images tournées par un reporter indépendant. Des journalistes comme Rémi Buzine de Brut sont eux aussi malmenés. Respectez la presse, nous. Eh ben, respectez-nous d'abord, respectez-nous. Arrêtez, putain. Arrêtez. C'est la prochaine fois que vous vous rappelez tout à l'heure. Mais la double peine, c'est surtout pour les migrants, condamnés à errer sans but, certes, mais pas dans la capitale, comme l'explique Yann d'Utopia 56. L'objectif de la police ce soir, c'est de disperser tout le monde, de ventiler, comme ils disent. Et puis derrière, toutes ces populations vont être chassées vers le nord parisien, comme d'habitude en fait, repoussées en dehors de Paris. Comme l'a dit monsieur le préfet l'Allemand, le roi du démantèlement, plus de campements dans Paris. Et ce soir, on lui a montré qu'il était encore possible de monter des campements. Et puis je pense que cette action, c'est la première, et il y en aura d'autres. En attendant, c'est retour casse-départ pour les migrants, avec une nouvelle nuit dehors à Aubervilliers. Une camionnette transportant des migrants qui aspiraient à rejoindre l'Angleterre a été repérée par la police sur une aire d'autoroute belge. Elle avait notamment des fausses plaques d'immatriculation. C'est ainsi qu'a débuté la course-poursuite entre la police et le camion transportant les migrants. Elle a duré 37 minutes et un policier a pris l'initiative de charger son arme et de tirer. Alors Nejma, tu as rencontré hier à Paris l'avocate de la famille de Maouda. Elle s'appelle Maître Selma Ben Khalifa. Elle t'a raconté pourquoi cette tragédie a bien failli être enterrée. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est, comme vous dites, que personne ne veut rien faire en réalité? Ou est-ce qu'il y a des obstacles administratifs, juridiques, de fait, qui font que c'est plus long? Non, il y a une réelle volonté de non-accueil en fait. C'est une politique de non-accueil qui est posée. Ça fait des années et des décennies qu'on dit qu'il manque des places dans les dispositifs d'accueil des exilés. Donc en fait, les dispositifs ne sont pas mis en place en fait. Et c'est pour faire passer un message. Il est très clair ce message. Regardez, pour tous ceux qui veulent venir, regardez, on n'accueille plus. Donc où on accueille comme ça. Ne venez pas. C'est le fameux appel d'air, une honte en fait. On imagine que si on accueille bien, ils vont venir en masse nous envahir, ce qui est totalement faux et fou. Et puis derrière, plus de points de fixation, donc plus de campement dans Paris et on cherche les gens sous les ponts. Donc ça devient totalement inhumain en fait. Est-ce que ça veut dire que si rien n'est fait, si les choses n'avancent pas, vous envisagez une autre action comme celle de la place de la République ? Oui, tout à fait. Comme celle de la République ou sous d'autres formes, on s'arrête pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que on a décidé avec notre organisation Les Exilés, parce qu'on fait ça aussi à la demande des exilés, et c'est pas nous qui mettons en avant et on ne manipule pas les exilés. Nous allons faire des actions et on attend une réponse de l'État. Comme avant le campement de Saint-Denis ou après le campement de Saint-Denis, on avait dit à l'État de prendre en charge ces 1000 personnes qui étaient restées sur le carreau. La préfecture, l'État, la mairie n'avaient pas répondu, même si la mairie après a fait des propositions. Et aujourd'hui on refait la même chose et en fait ce qu'on a c'est rien en fait. Toujours pas de son, toujours pas d'image et toujours ces personnes qui n'ont pas été prises en charge suite à la place de la République. Même s'il y a eu des places d'ouvertes, il y a plein de personnes qui sont restées à la rue, plus les primo-arrivants. Et aujourd'hui on a encore de retour, comme tous les soirs, des dizaines de familles, d'enfants, de femmes, de bébés, de femmes enceintes. Un petit chiffre rapide, l'année dernière c'est plus de 1300 familles qui sont passées par Utopia. Ça représente 3000
300 personnes hébergées 23 jours par nos équipes et l'hébergement citoyen. Et à un moment donné, il faut tout simplement que l'État prenne ses responsabilités et fasse le travail d'accueil, comme elle le dit, mais en vrai, quoi. Célia Mebroukine de la rédaction d'Alert Libre. Tu suis depuis des semaines les exilés de la place de la République, ceux qui ont été évacués ce jour-là. Et ce matin, avec Youmni Kezouf, eh bien, tu es à nouveau parti à leur rencontre. Exactement, Mathieu. D'abord, un petit rappel des faits. En novembre 2020, la préfecture démantèle donc un camp d'exilés à Saint-Denis. 3000 personnes sont mises à l'abri, mais selon les associations, 1000 encore restent à la rue. On les voit ici errer le soir même pour trouver refuge alors qu'ils sont poursuivis par la police. Certains d'entre eux étaient aussi place de la République, quelques jours plus tard, évacués elle aussi violemment par les forces de l'ordre. Et à notre micro, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, promettait une solution d'hébergement pour tous en quelques jours. Les 300 personnes de la place de la République, j'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura des solutions pour eux. Et d'ailleurs, les autres, ils sont pas que 300. Et d'ailleurs, pour tous les autres. Alors, on avait déjà démontré dans un reportage que la promesse de la ministre n'avait pas été tenue. Nous avions rencontré plusieurs jeunes exilés à qui on n'avait pas proposé d'hébergement après l'évacuation. Vous étiez tous présents lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis. Alors malheureusement, presque 2 mois après la déclaration de la ministre, certains exilés évacués de Saint-Denis vivent encore dehors et on en a retrouvé certains à l'île Saint-Denis, cette fois commune du 93, proche de Paris. On a discuté avec Hamid qui était lui présent lors de l'évacuation du camp de Saint-Denis. انتظار کشیدیم خیلی اسپری در سر روی ما خورد پلیس نصف مردم آورد نصف باقی مانده را در سرک هم طلا کرد با گاز ما را دواند خودشان رفتن دیگه اصلا امیدم کامل از بین رفت دیگه باز مجبور خیمه بگیریم بریم یک جای زندگی کنیم. Est-ce que vous avez fait les démarches pour avoir un hébergement d'urgence après l'évacuation du camp? 3 جایی بود که میفتن امکان داره برتان خانه به رفتیم ثبت نام کردیم فقط میگفت انتظار باش. هر باری هم که میرفتم میگفت نامت اینجا است، میگفتم ما میزد، میگفت نه نامت اینجا نیست. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement qui vient en aide à ces personnes, mais des riverains. Le collectif Citoyens Solidaires du 93 a ouvert un lieu pour les héberger. Ça s'appelle le Pavillon, c'est un local associatif qui appartient à la mairie. Depuis quelques jours, ces jeunes exilés afghans dorment enfin au chaud. اونجا که میخوابیدیم پلیس میومد ما را میزد، از اونجا طلا میکرد، میگفت بریم اینجا نباشیم. دیگه مجبور بودیم هر شب یک جای 2 جای خیمه خود چنج کنیم. فکر میکنم که ما در خانه خودم اومدیم یک احساس گرم تانستیم اومدیم چند روز خواب درست کنم. البته بازم هر شب که خواب میکنم در تشویش هستیم، در فکر هستیم که شاید فردایش بیان ما را از اینجا بکشن. Les 10 exilés partagent une chambre à l'étage, une cuisine et un salon au rez-de-chaussée. La douche et les toilettes sont au fond de la cour. Et avant leur installation, ce local était vide, fermé pour raisons sanitaires. Et pour Denis, membre du collectif, ça paraissait évident d'agir face à ce qu'il considère comme l'inaction des pouvoirs publics. Je pense qu'il y a un peu l'idée de, si vous voulez, de l'auto-organisation ou d'une espèce de frustration face à des mots comme ça qui peuvent être dits par des politiques institutionnelles et traditionnelles qui se disent de gauche ou qui se disent faire des choses de gauche et qui ont en leur possession énormément de lots Covid et qui n'en font rien. Il faut penser au sort et au bien-être de ces exilés qui sont dehors, quoi, enfin qui étaient dehors. Donc le but, c'est en quelque sorte de leur forcer un peu la main et de faire ce qu'ils devraient faire peut-être parfois. Donc d'investir des lots Covid quand ils sont vides et qu'ils sont appelés à rester vides pendant un certain temps. Ça me paraît une décision saine, sage et de bon sens, quoi, en fait. Oui, c'est une idée saine et de bon sens et c'est surtout une aide qui était bienvenue pour la dizaine d'exilés du pavillon. C'est un moment de répit qui a été attendu pas très longtemps pour la plupart, mais Denis et ses camarades malheureusement ne peuvent pas aider tout le monde et on l'a vu ce matin à quelques pas du local du pavillon. Nous avons pu voir les tentes d'autres exilés contraints encore de dormir sous les ponts. Face à cette situation, comment a réagi la mairie de l'île Saint-Denis, qui je le précise est une mairie écologiste? Eh bien, elle a lancé une procédure
d'expulsion des locataires du pavillon. Dans un communiqué publié le 8 janvier, la mairie indique qu'elle va demander l'évacuation du lieu pour le printemps et elle précise également qu'en cette période hivernale, l'État doit demander la réquisition des nombreux logements vides qui sont souvent situés dans des villes bien plus riches que la nôtre. C'est une manière donc de renvoyer la patate chaude à d'autres. On a contacté la mairie de l'île Saint-Denis qui n'a pas donné suite à nos demandes. Je suis à bord de l'Ocean Viking, le navire humanitaire de l'association SOS Méditerranée, qui a pu quitter le port de Marseille lundi 11 janvier à 9h pour sa toute première rotation de l'année 2021. Rotation un peu particulière puisque, je le rappelle, le navire est resté bloqué 5 mois par les autorités maritimes italiennes, officiellement pour des raisons administratives qui ont contraint l'association à réaliser des travaux d'aménagement sur le navire, mais aussi à installer de nouveaux canaux de sauvetage que l'on peut voir juste ici derrière moi. Ce sont les gros bidons blancs. Ils sont au nombre de 8 et ils permettront d'assurer la sécurité des personnes à bord. Il y a déjà un petit peu de monde à bord de ce navire norvégien puisque les équipes de SOS Méditerranée se composent de 22 personnes, dont une équipe de recherche et de sauvetage, une équipe médicale et une équipe de prise en charge. Tout cela sous la houlette de la coordinatrice des opérations et de son adjoint. Depuis l'embarquement qui a eu lieu donc le 8 janvier pour une grosse partie d'entre nous, il se trouve que les équipes s'activent pour essayer de préparer l'arrivée des migrants qui pourraient être secourus en mer. Donc il y a d'abord un abri qu'ils ont aménagé exclusivement pour les femmes et les enfants, un autre pour les hommes et puis à proximité immédiate un cabinet médical qui leur permettra de recevoir des premiers soins non urgents si besoin. Depuis leur arrivée, les équipes se sont également formées aux risques incendies, aux premiers secours ou encore à l'évacuation de personnes par hélicoptère, puisque cela arrive assez régulièrement lors de missions de ce type. Tanguy, qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage, a initié toute une série d'entraînements au nord de la Corse, mardi, toute la journée, de façon à préparer ces équipes avant que le navire ne se dirige vers les côtes libyennes en fin de semaine et que les équipes ne soient confrontées très certainement au réel. Alors j'ai demandé à Tanguy de nous expliquer pourquoi est-ce que ces entraînements étaient aussi importants. Il a accepté de se confier à Mediapart. On écoute. En quoi ont consisté alors les exercices aujourd'hui? J'ai vu qu'il y avait des mannequins notamment qui étaient jetés à l'eau, qu'il fallait essayer de récupérer le plus rapidement possible. Alors aujourd'hui, nos objectifs, c'était déjà de mettre les bateaux à l'eau et de les récupérer en sécurité. Ensuite, une des bases de nos manœuvres, c'est-à-dire la récupération d'hommes à la mer. On a des techniques pour ça. Une autre de mes priorités, c'est d'être sûr que le binôme leader-driver fonctionne de manière fluide et dynamique. Ça, c'est très très important. On a observé au travers des années que plus les gens sont entraînés et moins ils vont souffrir psychologiquement quand les choses se passent mal. Combien de personnes est-ce que vous pouvez secourir à bord d'un seul semi-rigide? Je peux traiter plusieurs types de détresse. Du coup, de un pneumatique jusqu'à un gros bateau bois jusqu'à plein de pneumatiques. On a des procédures pour tout. Après, il y a un moment du sauvetage où on passe à la phase transport. Et où là, avec mes bateaux principaux, le 1 et le 2 en général, je vais pouvoir déplacer entre 22 et 30 personnes avec le 1 et entre 16 et 20 personnes avec le 2. Et combien dure en moyenne une opération de sauvetage? Si tout se passe bien, on peut partir sur 1 heure, 1 heure et demie. Et ça peut aller jusqu'à combien de temps? 12 heures, 13 heures, 16 heures, 18 heures. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et dans quel genre de situation est-ce que ça arrive que ça dure autant de temps? Est-ce que c'est quand il y a plusieurs opérations qui s'enchaînent? Soit c'est parce qu'on a plusieurs cibles, soit c'est parce qu'on a des cibles particulières comme les gros bateaux bois où on a déjà vu 900 personnes dans la même embarcation. Du coup là c'est très compliqué et ça prend du temps. Calais, c'est un peu l'épicentre de la question migratoire en France depuis une vingtaine d'années et la ville en porte les stigmates. On voit partout des barrières, d'abord autour des autoroutes pour empêcher les personnes exilées de monter dans les camions à destination de l'Angleterre, mais aussi autour de simples espaces verts pour les empêcher d'y installer leurs tentes. Ici, les évacuations sont récurrentes. Voici des photos d'une évacuation d'ampleur mardi dernier dans le centre-ville de Calais qui a délogé plusieurs dizaines de personnes. Le rythme des expulsions à Calais est
est assez hors norme. On en est à une expulsion tous les 2 jours pour les personnes exilées vivant dehors. C'est le cas de Mustapha. Il a 17 ans. Ça fait 3 mois qu'il vit à la rue à Calais. والله احساسات د هغه کو نامني کو چې ولې موږ په ادمان په نام کې ناست چې دی راځي له موږ نه خیمه وړي دا شان لري او چیرته چې په داس هم کې ګرځو د پولیسو مشکل ډېری لکه د پور سنټر دا نور شان موږ ته دی په عذابوي هر ورځ مړي کشکاګین هر ورځ په عذابوي. Mustapha vit dans ce qu'il appelle la jungle. En gros, c'est quelques fourrés en bordure d'une ancienne forêt, déboisés par la mairie pour éviter justement l'installation des personnes exilées. وقت جکسو ټوله کله خو ټوله که چا چې ټوله نه کړه بیا هغه اخلي ټوړی ته نه ځي او ځان سره وړي. خود نور ځورول دی په تنګول دی چې باید لاړ نه شي سره کسان ځوروي دا یو ځورول دی یو په تنګول دی چې سخته موږ ته سخته تمامېږي چې هره ورځ منډه کوه خو دغه دا شیان ټول کچاله راغله. On a voulu savoir comment se passent ces expulsions. Pour cela, on a rencontré Sandra et Pénélope de l'ONG Human Rights Observers. Leur travail, documenter ces expulsions à Calais et à Grande-Synthe et s'assurer du respect des droits humains pendant les interventions des forces de l'ordre. Ce samedi, on a donc pris la route avec elles. Notre mission, suivre les convois de gendarmes et de CRS pour assister aux expulsions. Il est 8h25 quand le convoi quitte la gendarmerie. Quelques minutes plus tard, on arrive sur le premier lieu de vie à être expulsé. Là, ils ont déjà déplacé leur tente en amont parce qu'ils savent que la police va arriver. Donc normalement, ils sont plus au fond, abrités contre les murs. Du coup, ils sortent leur tente en dehors du terrain, le temps que le convoi est présent. Il est 8h40 quand les policiers arrivent sur place. Ils constatent que les tentes sont hors du périmètre de cette propriété privée. Tout est donc en règle. Ils prennent quelques photos et repartent. Plus tard, sur un autre lieu de vie, le balai sera le même. Les exilés sont hors de la propriété, délimités par les pierres qu'on voit en bas de l'image. Et les policiers pénètrent sur le terrain, éteignent un feu et viennent vérifier que tout le monde est bien hors du périmètre. C'est le cas. Et donc, ils repartent. Mais pour Sandra, ce type d'intervention relève du harcèlement. Ils vont remettre leur tente tout de suite à l'endroit. Ça, c'est les lieux qui se passent comme ça. Mais en plus, il y a les lieux où ils prennent beaucoup de tentes. Donc, ça veut dire que toutes les 48 heures, en fait, ils perdent leur tente. Donc, ils se débrouillent pour retrouver des tentes. Enfin, en fait, c'est une angoisse permanente pour les personnes. C'est de la fatigue morale et psychologique. Enfin, psychologique et physique. Alors, quand les périmètres sont respectés par les exilés, les volontaires de HRO et nous, journalistes, pouvons faire notre travail. Par contre, ça a été moins évident lorsque les gendarmes procèdent à de réelles expulsions. Près du stade de Calais, par exemple, les gendarmes créent un périmètre de sécurité à une bonne centaine de mètres de là où l'expulsion se passe. Ils suivent nos déplacements, impossible donc de s'approcher. Enfin, vous pouvez toujours leur demander à éviter un espace, mais... Parce qu'en fait, où se passe l'éviction, là? Les alcôves un peu là-bas et derrière aussi partout. À ce moment-là, un gendarme vient à notre rencontre. On peut avoir vos cartes, s'il vous plaît. Merci. Vous représentez quelle presse? Pour quelle presse vous travaillez? Mediapart. Mediapart, d'accord. Et il revient prendre nos noms, nos prénoms et notre date de naissance pour un contrôle d'identité. Vous pouvez filmer quand vous voulez, il n'y a pas de souci, vous savez. On est filmé tous les jours par pas mal de personnes. En fin de matinée, sur un rond-point proche de l'hôpital de Calais, cette fois, les gendarmes créent à nouveau un périmètre de sécurité. On les voit là, là et là, qui patrouillent à toutes les entrées possibles. Encore une fois, impossible de nous approcher. Rentre pas, s'il vous plaît. Restez ici. Et du coup, le périmètre est aussi grand. Parce qu'il y a
Le périmètre, il est comme ouvert. L'opération de police est en cours, pas de passage pour l'instant. Merci. Impossible de documenter l'opération de police alors? Pas pour l'instant. Même avec une carte de presse? Même avec une carte de presse. C'est pour votre sécurité. Alors, que se passe-t-il pendant les expulsions que nous ne pouvons pas couvrir? Est-ce que la police, par exemple, saisit des effets personnels? Pour le savoir, on a attendu l'arrivée de cette camionnette blanche qui a suivi le convoi des gendarmes. À l'intérieur, tentes, bâches, parfois sacs à dos, vêtements, voire même des chaussures qui ont été pris par la police lors des expulsions. Ce jour-là, c'est 150 kilos d'effets personnels en tout genre qui ont été saisis. Les volontaires de HRO notent scrupuleusement tout ce qui sort du camion et quelques minutes plus tard, un jeune exilé vient chercher ses affaires. Le jeune homme rentre dans le container avec des gants pour essayer de retrouver ce qui lui appartient. Mais pour Sandra, tout ça fait partie d'une politique inefficace d'éloignement des personnes exilées. Sur l'année 2020, on a compté 973 expulsions. Donc tous les 2 jours, les personnes se font expulser. Ça montre à quel point ce harcèlement est constant. La violence aussi grande pour les personnes, c'est pas faire ça qui empêche les personnes d'être présents à Calais de toute façon. C'est pas ces expulsions qui les empêchent d'être là. Les personnes ne partent pas de Calais à cause des expulsions. Donc pour moi en fait c'est vraiment aussi une stratégie de communication, soit de la préfecture, de la mairie, de l'État en général. De montrer qu'il y a une présence policière, qu'on ne laisse pas s'installer des campements, etc. Sauf que ça donne quelque chose simplement d'absurde et ça résout aucunement le problème. 973 expulsions donc, mais aussi 2826 tentes et bâches saisies, ainsi que 230 sacs à dos. Ce sont les chiffres de Human Rights Observers. Et il compte également 349 arrestations pendant ces expulsions. Et comme on l'a vu, leur travail est rendu assez compliqué par les dispositifs des forces de l'ordre, mais le nôtre aussi. Il y a désormais aussi à Grande-Synthe des expulsions régulières. Je voudrais vous montrer cette image prise par un photographe, Abdoul Sabour. C'était ce 21 janvier. 2 enfants dont le campement de fortune vient d'être démantelé à Grande-Synthe, dans votre ancienne ville. Pourquoi ça se passe comme ça maintenant dans votre ancienne ville, sachant que c'est votre ancien premier adjoint, un socialiste, Martial Bayer, qui est maire maintenant? Oui, il avait toujours été d'accord avec notre politique d'accueil. À partir du moment où il a assumé la responsabilité, il s'est réfugié derrière la volonté du préfet. Et aujourd'hui, il dit, moi je suis prêt à ouvrir un gymnase, mais il faut que l'État soit d'accord pour le faire, et l'État n'est pas d'accord. Mais l'État sera jamais d'accord. Donc c'est du cynisme de dire ça et de tenir ses propos aujourd'hui. Donc il est cynique, le maire qui vous a... Il est cynique, il est complètement cynique, parce que cette photo, je l'ai vue, je suis allé il y a 3 semaines là-bas. J'ai revu ce que j'avais vu en 2015 sur ma commune, ce qui a fait que j'ai créé le camp avec Médecins sans frontières. Et c'est les mêmes situations que ça. On ne peut pas laisser ces enfants, on ne peut pas laisser même des adultes vivre dans cette situation-là, dans une ville comme celle-là. J'ai prouvé que c'était possible, on n'a pas ruiné la ville, on n'a pas remis en cause de politique locale, c'est un choix politique délibéré de mon successeur, et j'en suis bien malheureux, et je reçois tous les jours des courriers aussi d'habitants de la ville qui sont bien malheureux de ces choix-là. Est-ce que l'Union européenne, vous êtes député européen, est-ce que la France, vous êtes un citoyen français, s'en foutent? Est-ce qu'ils s'en foutent? Une grande partie des citoyennes et des citoyens français et européens ne s'en foutent pas. Les dirigeants s'en foutent. Je crois pouvoir l'affirmer aujourd'hui, parce que l'évidence est là. On a des choses documentées de ce qui se passe, des refoulements qui ont lieu à la frontière grecque, qui ont lieu à Malte, qui ont lieu dans les Balkans. Et on a un mal fou au niveau européen à le faire reconnaître par les pays, au point où j'en suis à demander une commission d'enquête parlementaire. La discussion va démarrer cette semaine. Oui, les dirigeants s'en foutent. Les dirigeants nivellent par le bas l'accueil de ces exilés sur le territoire européen. Est-ce qu'ils ne veulent pas les voir ? Ou est-ce que les reconnaître dans le débat public serait pour eux créer des problèmes politiques et donc ils n'ont pas envie de s'embarrasser de cette question? Est-ce que ces gens-là ne les dérangent pas finalement? Je ne sais pas s'ils les dérangent. C'est toute la rhétorique qu'il y a autour de l'accueil de ces migrants qui les dérange et qu'ils font leur aujourd'hui. Et c'est la rhétorique employée par l'extrême droite depuis des années. Vous savez, le fameux appel d'air, par exemple, c'est quelque chose qui a été lancé par l'extrême droite il y a quelques années et qui est repris aujourd'hui par tous les gouvernements de gauche ou de droite en France et partout en Europe. Donc voilà, il y a ce refuge-là de faire peur aux populations, de voir ça comme un problème. Mais il n'y a qu'à voir les chiffres, c'est vraiment pas un problème. Il y a très peu de réfugiés, on accueille très peu de réfugiés sur notre continent européen, mais on en parle toujours comme un problème, comme
quelque chose de lourd en face duquel on ne sait pas quoi faire. Or, on a des solutions. On peut les accueillir aisément sur notre continent et dans notre pays. Notre journaliste Nejma Brahim est depuis quelques semaines à bord de l'Océan Viking, le bateau de l'association SOS Méditerranée qui sauve des migrants en mer. En 48 heures, ce bateau a recueilli 374 migrants lors de 4 sauvetages au large de la Libye, dont 165 mineurs, plusieurs bébés et des femmes enceintes. Le bateau est désormais dans le port d'Augusta en Sicile, où les migrants sont en train de débarquer à l'heure où nous tournons cette émission. Parmi eux, Mohamed, un Ivoirien de 17 ans. À Nejma, il a raconté son périple et ses rêves d'Europe. Ça fait combien de temps que tu as quitté ton pays? J'ai quitté mon pays, ça fait cela 2 ans. Et tu es passé par quel pays? Et j'ai fait le Mali, l'Algérie, la Libye et me voilà en Italie enfin. Comment ça s'est passé en Libye pour toi? Pas du tout facile. Pas du tout facile. La liberté n'existe pas en Libye. La Libye, c'est pas un principe pour un être humain. Oui. Tu as fait de la prison? Malheureusement que moi j'ai été kidnappé 2 semaines. Vous voyez, j'ai été kidnappé 2 semaines et on m'a demandé des rations. Mais vu que j'avais pas de parents pour payer la ration, après les 2 semaines, j'ai été relâché. Quand j'ai été dans le bateau de Ocean Viking, j'ai pas pu ressaisir mes larmes. Je pleurais comme un enfant. Mais pas de tristesse, mais plutôt de joie. Parce que quand je pensais à tout ce que j'ai traversé et à mon histoire, et je pense que l'Europe pourra nous donner une seconde chance. C'est un soulagement pour toi d'arriver en Italie? C'est un très grand soulagement. C'est un très grand parce que je me sens déjà en liberté. Et quels sont tes projets pour la suite? Qu'est-ce que tu espères faire? Je me dis encore, je suis encore jeune, à 17 ans, on peut faire beaucoup. Je veux d'abord être encore scolarisé s'il le faut. Et sur 20 jours, mon rêve qui est un jour être un littéraire, un écrivain ou un journaliste. C'est ça mon rêve. Et je pense que l'Europe est la mieux placée pour me rassurer cet avenir. Pour l'heure, Mohamed et les centaines d'autres migrants attendent de pouvoir poser vraiment le pied sur le sol européen. Des agents du ministère de la Santé italien sont montés à bord pour réaliser des tests Covid et répertorier les cas médicaux les plus importants. Les migrants y seront ensuite placés en quatorzaine dans ce grand bateau bleu et blanc qu'on voit à l'image. Le périple, évidemment, pour eux, n'est pas terminé.